Aurore Berger, bonjour et Bonjour. bienvenue à Montigny-Bretonneux, au Up to You pour votre café politique. Au cours du prochain quart d'heure, nous allons parler de votre parcours en politique et il est assez conséquent, même si vous n'avez que 32 ans, député de la 10e, 31. Je vous ai un petit peu vieilli, député de la 10e circonscription des Yvelines sous l'étiquette République En Marche, porte-parole du groupe également à l'Assemblée, conseillère municipale d'opposition à Manille-les-Hameaux, conseillère communautaire aussi à 50 ans en Yvelines depuis 2014. Votre carrière a véritablement débuté à 16 ans. Vous vous êtes engagé, c'était un engagement contre le Front National. C'est ça qui a déclenché l'engagement politique pour vous? Oui, c'est ça qui déclenche l'engagement politique parce que le 21 avril 2002, c'est la première fois que le Front National est au second tour d'une élection présidentielle. On s'y est malheureusement presque habitué aujourd'hui, mais à l'époque, ça provoque quand même une forme de sidération chez l'ensemble en fait, des Français qui considèrent ça comme quelque chose de totalement anormal, risqué, dangereux. Puis dans le même temps, il y a la création d'un nouveau parti politique qui était à l'époque l'UMP d'Alain Juppé et qui réunissait l'ensemble des forces de la droite, du centre et des libéraux. Et aujourd'hui, le Front National reste une menace pour vous? Le Front National reste une menace, évidemment. L'extrême droite est une menace et même si Marine Le Pen a essayé de le moderniser, d'en changer l'image, déjà on ne sait plus franchement quels sont les positionnements du Front National sur un certain nombre de sujets. Par contre, on sait quels sont les fondamentaux qui restent du Front National et c'est des fondamentaux qu'il faut combattre. Cet état d'esprit engagé, militant, dès l'âge de 16 ans, est-ce que vous l'avez hérité de vos parents? Est-ce qu'on parlait politique à la maison? Alors on parlait beaucoup politique à la maison, même si eux-mêmes n'ont jamais été, comme on dit, encartés aux membres d'un parti politique. Mais c'est vrai que le débat a toujours été quelque chose d'assez intense dans nos repas de famille. Ils sont une petite famille, hein, parce que je suis fille unique. Mais ça a toujours été très, très animé. Et puis je pense que ça éveille aussi une conscience citoyenne, politique, et ça facilite l'engagement, que ce soit quelque chose de naturel de parler politique à la maison. Il y a beaucoup de familles où il ne faut pas en parler, où c'est tabou de parler politique. Nous, au contraire, c'était quelque chose de naturel. Vous auriez pu hériter d'un autre talent. Je fais une parenthèse avec la politique, mais c'est plus le talent artistique qui aurait pu prévaloir à la maison, puisque votre mère et votre père sont tous les deux acteurs, doubleurs de séries télévision pour votre mère. Et puis votre père, c'est notamment la voix française de Sylvester Stallone. Donc on parlait de ça aussi à la maison, de ce talent artistique, peut-être que vous auriez aimé avoir ou... Je crois qu'il faut vraiment avoir une vocation pour le faire. C'est des métiers qui sont extrêmement exigeants, extrêmement aléatoires. Mes deux parents sont comédiens depuis toujours pour mon père. Ma mère après un autre parcours au tout début de sa vie professionnelle. Mais c'est une vocation qu'on a ou qu'on n'a pas. Et moi, à la fois, j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour évidemment leur parcours et pour ceux qui font ce choix-là. Mais moi, Il n'y a aucun moment où vous vous êtes dit c'est pour moi. J'ai fait du théâtre. Il y a des métiers que j'adorerais faire, comme être scénariste ou autre. Bon, l'avantage, c'est que comme faire de la politique, justement, c'est pas un métier qu'on fait pas ça toute sa vie. Il y aura peut-être d'autres vies après. Alors on en revient à la politique, cet engagement militant, certes il est né à ce moment, au moment du second tour de l'élection présidentielle avec l'arrivée du Front National, mais néanmoins au-delà de l'engagement militant, il y a l'engagement véritablement politique et vous êtes devenu responsable des Jeunes Populaires des Yvelines et ça c'était un travail à plein temps. Alors un travail à plein temps, en même temps j'avais la chance de faire mes études, donc j'essayais quand même de conduire les deux. J'étais à ce moment-là... Vous n'êtes jamais dit je rentre en politique à ce moment-là et peut-être que du coup je vais engager une carrière politique? Non, c'était pas le but. Le but c'était d'avoir un vrai engagement politique et en effet que cet engagement politique il ne cesse pas. C'est-à-dire c'est pas la même chose d'en faire un métier et de considérer qu'il faut qu'il y ait des étapes un peu obligées et que ça va durer 40 ans de votre vie. Si la question c'est est-ce que l'engagement politique continuera même si demain je suis plus élue, oui, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'en vivre. Quand j'étais responsable des jeunes, évidemment, j'en vivais pas, j'étais pas rémunérée pour ça, j'étais étudiante à côté, et on a des millions de Français qui s'engagent dans la vie associative et dans la vie politique et qui veulent pas forcément pour autant chercher à avoir une place, on va dire. Et c'est un peu ça le travers qu'on a eu parfois en politique, c'est de vouloir conquérir des places avant que de vouloir avoir cet engagement qui est un engagement sincère et militant. Comment ça a été perçu par votre famille? De manière très naturelle, j'aurais pu
avoir l'engagement que je voulais, sauf si j'avais choisi évidemment le Front National. Ça aurait été plus compliqué avec la famille. Ça aurait même pas été plus compliqué, ça aurait été une rupture. Enfin, oui. C'est clairement ce que mon père m'avait dit quand il savait que ça faisait longtemps que je voulais m'engager, etc. Il dit, ma fille, tu feras ce que tu veux, mais si tu es au FN, tu seras plus ma fille, quoi. Donc après, j'ai été élevée dans certaines valeurs. Et ils sont fiers de vos combats, on parle de valeurs, il y a eu un engagement très fort pour vous aussi, c'était celui en faveur du mariage pour tous, par exemple, qui a aussi commencé à fissurer votre relation avec votre formation politique. Ils sont fiers de vos combats, de vos engagements? Je ne sais pas s'ils l'ont toujours été. Je sais qu'ils sont plus à l'aise avec la famille politique à laquelle j'appartiens aujourd'hui que celle à laquelle j'ai pu appartenir, même s'ils ne me l'ont jamais reproché. Voilà, il n'y a jamais eu de reproche par rapport au positionnement, aux positions que je pouvais prendre. Je pense qu'ils sont fiers que je fasse quelque chose qui me corresponde, que je sois à un endroit qui me correspond et surtout que j'ai toujours assumé mes prises de position, quand bien même ça me pouvait me mettre en difficulté à l'époque, en effet, à l'UMP. On n'était pas très nombreux à être en faveur du mariage pour tous. Et aujourd'hui, les mêmes qui manifestaient, les mêmes qui disaient il faut démarier les couples homosexuels, disent évidemment la droite ne reviendra jamais sur ce qui est devenu un acquis. Donc finalement, on était peu nombreux à l'époque. Mais ils ont rejoint notre position. C'était le début de la rupture avec la droite, l'UMP, les Républicains. Qu'est-ce qui a marqué définitivement la cassure avec votre ancienne famille politique? La cassure, elle commence vraiment avec ça. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'on puisse appeler à manifester contre les droits des autres. C'est quelque chose qui, intellectuellement, honnêtement, m'échappe, de manifester contre les droits des autres, là où ça ne retire rien à ceux qui les ont déjà. Donc il y a eu ça, et puis après, c'est vraiment l'élection de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, qui l'a définitivement... Vous qui aviez soutenu Alain Juppé. Moi, j'ai fait pendant 2 ans la campagne d'Alain Juppé, je suis toujours proche de lui, on continue à se voir. Quelqu'un qui se rapproche aussi de la République En Marche, pour le coup. Je pense qu'il y a une communauté de valeurs et d'idées. La meilleure traduction, c'est qu'Édouard Philippe, qui est aujourd'hui Premier ministre d'Emmanuel Macron, était l'un des plus proches, si ce n'est le plus proche d'Alain Juppé pendant ces 15-20 dernières années. Donc oui, il y a une communauté de valeurs, notamment sur les questions européennes, puisque c'est là-dessus qu'Alain Juppé s'est positionné aussi récemment. On vous a souvent reproché le fait d'avoir soutenu des personnalités très différentes en politique. J'aimerais tout de même qu'on y revienne un petit peu. Valérie Pécresse lors des élections régionales de 2010 en Île-de-France, Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2012, François Fillon pour la présidence de l'UMP la même année, et puis la primaire de la droite avec Alain Juppé, et puis ensuite Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous répondez quoi à vos détracteurs lorsqu'on vous dit encore vous avez quand même changé beaucoup de candidats au fur et à mesure des années? Tout simplement. C'est qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes retrouvé dans ces personnalités peut-être? Tout simplement parce que la droite a changé, parce que le Nicolas Sarkozy que j'ai soutenu en effet de 2007 à 2012 n'est pas le même quand pendant la primaire de la droite et du centre, on n'en vient plus qu'à parler des questions identitaires et des menus halal à la cantine scolaire. Et on voit aujourd'hui un Laurent Wauquiez où on se demande vraiment ce qu'il sépare des thèses souverainistes, identitaires, portées par un certain nombre de personnalités de l'extrême droite ou de Florian Philippot avec son nouveau mouvement. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'à un moment, il vaut mieux admettre qu'en effet, par rapport aux idées qu'on porte, eh bien, il y a différentes personnes qui peuvent les incarner, ou alors avoir tellement changé soi-même d'idée qu'on en vient à plus être lisible sur ce qu'on a envie de dire aux Français. Si on peut parler de vos mandats locaux également, parce qu'à Manille-les-Hameaux, vous siégez dans l'opposition. Oui. Alors Manille-les-Hameaux qui ne se situe pas dans la 10e circonscription, c'est un autre secteur. Ça veut dire que par la suite, vous allez quitter cette commune pour vous recentrer sur la 10e circonscription du côté de Rambouillet? Moi, j'ai pris un engagement quand je me suis présentée en 2014, c'est d'aller à minima au bout du mandat. C'était la première fois que je me présentais sur mon nom, c'était une belle campagne exigeante où on a mis en place aussi une équipe, on a continué à la construire, on a commencé cette campagne dès 2012, on est aujourd'hui en 2007, on a construit quelque chose sur Manille-les-Hameaux, une autre vision aussi de ce que doit être cette commune, et moi j'ai envie de continuer à travailler, évidemment, j'y suis toujours présente, je ne loupe pas un conseil municipal, je vis toujours à Manille-les-Hameaux, donc c'est une commune à laquelle je suis très attachée. Du simple fait du cumul des mandats, je ne pourrais pas être tête de liste aux prochaines élections municipales, c'est ça la question. Par contre, moi, l'exigence qui est la mienne, c'est d'être honnête et de tenir l'engagement qui était le mien, d'être présente dans cette commune jusqu'à la fin du mandat. Et après, avec l'équipe qui sera choisie, voir si c'est pertinent ou pas que je continue à les accompagner.
le regard que vous avez sur le travail mené par Emmanuel Macron depuis son élection? Je pense que ce qui est important, le message passe bien auprès de la population? Il faut toujours peut-être faire encore plus preuve de pédagogie, expliquer ce qu'on est en train de faire. Mais ce qui est une évidence, et c'est d'ailleurs les Français quand ils sont consultés qu'ils disent, c'est qu'ils notent qu'on fait ce qu'on avait dit. Et ça change. C'est-à-dire il n'y a pas d'espèce d'agenda caché où tout d'un coup on découvrirait des réformes qui n'avaient pas été annoncées. J'aimerais vous faire réagir. Beaucoup de sujets d'actualité, on pourrait vous faire réagir, mais néanmoins sur celui-ci, c'est celui du harcèlement sexuel. La parole se libère. Vous devez l'apprécier, j'imagine, parce que vous-même, mai 2016, vous avez dénoncé des propos sexistes d'élus de la majorité, de la droite et du centre, au sein d'une séance de travail au conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous n'avez pas souhaité donner le nom des élus en question à l'époque. Déjà, est-ce que vous le regrettez ? Non, je ne le regrette pas parce que ce qui est important, c'est qu'il y a une prise de conscience sur le fait que malheureusement, le harcèlement sexuel, quand vous regardez dans votre entourage, collègues, amis, famille, quasiment toutes les femmes de votre entourage ont à un moment subi du harcèlement sexuel. Harcèlement dans les transports, notamment en Ile-de-France, 100% des femmes disent que ça leur est déjà arrivé. Harcèlement au travail, etc. Donc le simple fait déjà d'arriver à prendre la parole est nécessaire. Et pour que les femmes puissent prendre la parole, il faut encore que leur parole soit entendue, qu'elle soit respectée. Et ce n'est pas toujours le cas parce que à chaque fois que les femmes prennent la parole sur ce sujet, on les interpelle en disant pourquoi elles s'expriment que maintenant? Pourquoi elles ont attendu? Est-ce qu'elles ne le feraient pas parce qu'elles ont envie de se venger? Non. Les femmes n'ont jamais un intérêt à s'exposer, à dire ce qui leur est arrivé. Elles le font parce qu'à un moment, elles en ressentent le besoin, la nécessité. Et moi, si je l'ai fait à l'époque, c'est aussi parce qu'on était dans le contexte de ce qu'on a appelé l'affaire Beaupin, où il y avait des femmes très courageuses qui ont assumé de dire ce qui s'était passé au sein d'un parti politique. Et il faut faire en sorte maintenant qu'il y ait des cadres partout qui puissent exister pour que les femmes se sentent légitimes à parler, n'aient pas peur de parler. Donc il faut légiférer? Je pense surtout qu'il faut faire en sorte que les référents qui doivent, par la loi, exister dans les entreprises soient vraiment mis en place. Si vous avez peur de perdre votre emploi parce que vous parlez alors que vous subissez du harcèlement sexuel, eh bien vous ne parlerez jamais. Et donc il faut, encore une fois, qu'on vérifie que le cadre est bien appliqué. On arrive à la fin de cette émission. Une toute dernière question, savoir le regard que vous auriez aujourd'hui si vous aviez 16 ans justement et que vous deviez vous lancer en politique. C'est un paysage politique qui a énormément changé, alors c'est difficile de... Vous vous engageriez de la même manière ? Je m'engagerai, ça c'est certain, parce que ça fait partie de mon caractère, mon ADN un peu. Donc oui, je m'engagerai, et c'est vrai que je pense que la dynamique créée par Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de réaliser, par exemple sur le plan européen, ce qu'on est en train de faire pour l'école, c'est quelque chose qui est très très enthousiasmant. On vit quand même un moment politique qui est à la fois, on a eu l'impression pendant toute la campagne présidentielle d'être sur le fil. Est-ce qu'on va basculer d'un côté qui est optimiste, qui était justement la candidature d'Emmanuel Macron, ou est-ce que la France va se replier sur l'extrême droite, sur le Front National? On a choisi l'optimisme. Et donc ça mérite qu'on continue à s'engager. Merci, Aurore Berger, invitée de ce Café Politique.